Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien dans le premier commentaire épinglé de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Yancoal Australia. Donc ça c'est un opérateur du charbon. Donc le charbon c'est une énergie qui est toujours en utilisation, surtout dans le monde émergent, qui est évidemment détestée par le marché, qui lui applique des multiples très bas. On voit que le cours de l'action a bien rebondi depuis 2020. Donc est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur cette action australienne? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? On est sur quelque chose de très mature. On est même sur quelque chose en décroissance, hein, c'est normal, c'est une énergie qui est en décroissance, même si elle est encore utilisée dans le monde. On est sur une décroissance en médiane de 6,28%. Donc en général, il vaut mieux éviter d'investir dans des sociétés en décroissance parce que qui dit décroissance dit impossibilité d'amortir les coûts fixes, donc des pertes. Donc c'est très très compliqué dans ce genre d'industrie en décroissance de réussir à dégager les bénéfices opérationnels. Ceci étant dit, on a une décroissance sur 2023 de moins 26%, donc ça fait mal. Et on a quelques acquisitions, 3 580 millions sur la période pour augmenter les parts de marché. Et malgré tout, on est quand même sur des décroissances en médiane. Donc ici, on va devoir gérer la décroissance. Comment ça se passe au niveau des taux de marge? On est sur un taux de marge brute qui est quand même assez élevé, presque au niveau d'avantage concurrentiel. On a 53% contre une médiane de 48%. Donc au final, c'est pas si mal en termes de marge brute. Excellente efficience opérationnelle également. Donc la variation suit celle du taux de marge brute. Donc on est sur une bonne maîtrise de l'efficience opérationnelle avec une médiane à 29% et dernièrement on est sur le 36,5%. Donc ouais, c'est pas mal en fait à ce niveau-là. Le taux de marge net, on a fait des pertes quand même en 2021. Donc peut-être que c'est qu'une perte comptable. On va rapidement voir ça en termes de free cash flow. Même si on va analyser plus les free cash flow par la suite. Mais si on se met ici, en termes de free cash flow, ouais, on est resté positif sur la période. Donc en fait ici, quoique c'est un peu baissé, mais bon, on est ici sur peut-être une dépréciation, donc en résultat une perte non cash. On voit que le taux de marge net est quand même élevé à 18%, donc c'est quand même pas mal, hein, une médiane à 14,5. On est quand même sur une boîte qui a les marges qui sont en train de descendre, hein, et quand on décroît, évidemment, les marges décroissent, puisqu'on n'arrive pas à diluer les coûts fixes, mais on reste quand même sur des taux de marge qui restent convenables. Maintenant, il va falloir commencer à. Est-ce qu'on arrive bien à freiner la chute ou est-ce qu'on va voir la stabiliser ou est-ce que ça va s'accélérer par la suite? Ça reste à voir et ça va dépendre du management, mais surtout du marché, du marché du charbon. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? Ce sont ces free cash flow là. On voit qu'on a des free cash flow largement plus élevés que les bénéfices nets. D'où vient cette différence? Est-ce que c'est une dépense en capital? Donc on a une moindre dépense en capital, hein. C'est normal, on est sur un business qui est en décroissance, donc on va arrêter d'investir pour développer des nouvelles mines. Donc on n'a plus besoin de dépenser en capex autant qu'on déprécie l'appareil productif. Donc ça fait un gain de free cash flow. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a le BFR qui est dans la variation du BFR est plutôt stable sur la période? On a peut-être des other non-cash items, 5 milliards. Donc il faudrait voir de quoi ils sont constitués dans le tableau de trésorerie. Donc si on veut valoriser l'entreprise, on va utiliser plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette, et j'espère qu'il n'y a pas de dette parce que sur un marché qui est en décroissance, avoir de la dette c'est un peu suicidaire. On va d'abord regarder la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur quelque chose de faible, à 5%. Maintenant, il n'y a plus de croissance, donc c'est pas très grave. Les free cash flow qu'on va dégager, la rentabilité qu'on dégage, on va pouvoir la rendre complètement aux actionnaires. Sur les dernières périodes, en 2022 et même jusqu'en 2024, on est quand même sur des rentabilités assez élevées. Donc là, on doit générer un max de cash. On va voir s'il est rendu aux actionnaires. Parce que de toute façon, il n'est pas utilisé pour financer la croissance vu qu'il n'y en a pas. On va regarder l'endettement, on est sur du cash net, excellent, donc c'est ce qu'il faut sur ce type d'entreprise qui est sur un secteur mature, on s'est très fortement désendetté, on a du cash, le cash va pouvoir être surtout à mon avis être surtout rendu aux actionnaires. Peut-être pour une diversification dans un autre secteur d'activité, mais ça va dépendre du management. Il est préférable de rendre le cash aux actionnaires, de fermer la boîte en fait, d'entreprise. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire à Yancoal? Hop, on a un dividende de presque 1 milliard sur une market cap de 7. Donc ça fait quoi ça comme rendement? On peut le calculer rapidement. On est sur du 1 divisé par 7,75. Pardon, 1 divisé par 7,75. On est sur un rendement de 13%. Et pas de surprise, hein. On est sur un secteur qui génère des free cash flow énormes et on doit le rendre à toute vitesse aux actionnaires. Il y a eu une dilution en 2017
Et puis depuis que le nombre d'actions est stable, on pourrait aussi améliorer le retour à l'actionnaire en rachetant des actions, hein. Ça serait aussi une façon bah, on va dire de sortir de la boîte, quoi, pour faire en sorte que le management rende complètement le cash aux actionnaires. Donc ici, le rendement de l'actionnaire qui est calculé par Coifin, ça correspond uniquement au dividende. Ce niveau de dividende, est-ce qu'il est soutenable? Est-ce qu'il est soutenable? On va regarder ce qui se passe en termes de médiane de free cash flow. Ouais, alors si on se met plutôt sur 5 ans, on est à 1,260 milliard contre des dividendes de 918. Ça donne un niveau de payout élevé. Et maintenant, de toute façon, il n'y a que ça à faire du free cash flow. Donc il faut le rendre aux actionnaires. En plus, on a vu qu'on a de la trésorerie nette. Donc pour moi, c'est correct, hein, ce niveau. On va pas demander à ce que ça soit un rendement, un versement du dividende qui correspond à 50% du free cash flow, parce que de toute façon, il ne sert à rien le free cash flow sur la boîte, à part être rendu aux actionnaires. On va continuer avec la valorisation de l'entreprise. Je m'attends à ce que ça soit valorisé au ras des pâquerettes. On va regarder ça en termes de price to free cash flow. On est sur un price to free cash flow de 5,5 contre médiane de 3. On est légèrement surévalué par rapport à l'historique 5 ans. Maintenant, ça reste quand même très faible, hein, comme multiple, 5,5 fois les free cash flow, c'est-à-dire qu'on a un rendement du free cash flow d'à peu près 18-19%. En 5 ans, en gros, on est remboursé et du coup, on va toucher ces dividendes. Puis voilà, ce multiple-là est quand même intéressant. Conclusion du dossier Ion Call, c'est donc du coup c'est une boîte qui va générer beaucoup de free cash flow, qui va décroître très rapidement et qui donc tout le jeu ça va être de rendre plus vite les free cash flow que l'on décroît et du coup ça pourrait convenir à un actionnaire qui veut c'est un peu spéculatif mais ça pourrait correspondre à un actionnaire qui veut des gros dividendes, mais attention à ce que les free cash flow continuent à être bien générés, parce que si on décroît trop vite, les free cash flow vont commencer à baisser. Et donc, à mon avis, le niveau de dividende, il est pas garanti du tout, hein. On voit que le dividende il fluctue. On a en fait, il y a même des années, voilà, en 2021, on n'a pas versé de dividende du tout. Donc, ouais, c'est peut-être un peu risqué. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.